La légende de la fourmi mangeuse d'hommes est inscrite dans la culture populaire comme un bon moyen de faire disparaître les méchants dans les films dans un environnement tropical. Que ce soit dans Le Roi Scorpion avec Matthäus ou même dans Indiana Jones et le crâne de cristal, les fourmis sont souvent décrites comme des monstres assoiffés de sang, dotés d'une intelligence incroyable, d'une taille impressionnante et en nombre démesuré. Mais si Hollywood s'amuse à jouer avec le fantasme d'une nature plus monstrueuse que jamais, qu'en est-il de la réalité ? C'est la question que je me suis posée, et pour tenter d'y répondre, je suis allé en Amérique centrale, en pleine jungle, et avec comme seul outil, mon propre corps. Alors suivez-moi, je vous emmène à la recherche des fourmis mangeuses d'hommes. Et c'est parti. Mon objectif se trouve dans la jungle, mais le chemin pour y arriver a été ravagé par les précédentes tempêtes. Il nous faut donc couper à travers la forêt et se frayer un chemin à travers la végétation. Wesh, ça va? T'as vu un peu comment on est stuffé là? La machette, les guêtres militaires, le pied, la sacoche, bam bam, on dirait qu'on va soulever des mers comme ça, bam! Pas du tout, en fait, on va... Ouh, il y a quelque chose qui me touche la jambe. En fait, c'était ça. Ok, d'accord. Il y a eu une petite sensation un peu suave quand même. Ça m'a... Ouf, tu vois, genre, ouf. Ah, bref. On va essayer de chercher un animal où, en fait, paradoxalement, qui est plutôt pacifiste, en fait, et surtout qui n'a pas besoin d'utiliser cette machette. Non, la machette, c'est juste pour écarter, en fait. Mon intro, elle est pourrie. C'est pas grave, on va vite attaquer dans le vif du sujet. Je suis crevé, Aaron, il est crevé, on est crevé, ça va? Tu le vois pas derrière la caméra, mais il est adossé contre un arbre, il est comme ça. Il est comme ça. Qu'est-ce qu'il fait chaud? Putain, il fait trop chaud. Je sais pas si vous avez déjà vu, évidemment vous avez déjà vu, mais dans plein de films, que ce soit Indiana Jones, Le Roi Scorpion, même Les Fourmis, il y a cette espèce de culture d'utilisation des fourmis comme étant des fourmis mangeuses d'hommes. Tu sais, on voit tous ces scènes de dingue où en fait t'as des mecs qui sont enterrés sous le sol, ou alors dans Indiana Jones des scènes de poursuite avec des fourmis qui vont archi vite et qui mangent des humains en quelques secondes. Mythe, réalité, moi j'ai envie de te dire un peu des bullshit. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est un film. Et je sais, le truc c'est que des films comme ça, quand t'es gamin et que tu regardes ça, ça te stigmatise de dingue, du coup tu deviens flippé de ouf sur des fourmis, mais en fait qui sont peut-être même pas capables de manger un humain en fait, à la base. Et tu vois, c'est ça le truc. On a tendance à l'ignorer, mais les fourmis font partie de l'ordre des hyménoptères. Cet ordre comprend les symphytes, les guêpes, les frelons, les abeilles et les fourmis. Et oui, contrairement à la croyance populaire, les fourmis sont plus proches des guêpes que des termites. Et les termites, paradoxalement, sont plus proches des blattes que des fourmis. Ce sont des insectes sociaux à la pointe de la technologie dans le règne animal. Ayant des colonies ne dépassant pas la dizaine d'individus, ou au contraire d'autres qui atteignent presque le million, ces insectes fascinent tant par leur ingéniosité que par les mystères encore inexplorés de leur organisation. Le truc c'est que la peau humaine, tu sais, on s'en rend pas compte parce qu'on cuisine, on se coupe, on se fait mal, mais la peau humaine c'est quand même relativement épais et c'est pas n'importe quelle fourmi qui peut découper la peau humaine. Tu vois, la peau humaine c'est quoi? C'est 3 mm de cellules, tu vois, qui sont quand même à base de kératine, qui est quand même une protéine. La kératine c'est solide, et tu vois, regarde, elle est hyper élastique. Quand je suis sec et que je mets un élastique autour de ma joue, là, comme ça, je peux l'attraper et ça me fait une testicule, comme ça, si je fais ça des deux côtés. Ouais, bon. Super, super trick. Génial, super compétence. C'est ça. Incroyable talent. C'est pas bon? Non, c'est de la merde. Trouver des fourmis, c'est pas compliqué. Toute la surface du globe en est recouverte. On estime à 20 millions de milliards le nombre de fourmis qui vivraient en même temps sur la surface de la Terre. Et ça ne sert absolument à rien de s'imaginer un monde avec des fourmis géantes, car leur structuration, leur anatomie et leur comportement seraient complètement différents. Plus un animal est gros, moins il a de prédateurs, moins il a de prédateurs, moins il se reproduit, et plus le territoire par individu est grand. D'ailleurs, chez les fourmis, les espèces les plus grandes sont celles qui possèdent le moins d'individus dans la colonie. Par exemple, le genre Paraponera, des fourmis balles de fusil, atteignent 3 cm pour les plus grosses espèces et leur colonie comporte moins de 50 individus. Celle que je cherche est un intermédiaire. C'est une fourmi de bonne taille mais pas non plus immense, qui a des colonies de plusieurs centaines de milliers d'individus. Ça ne devrait pas être trop compliqué à trouver.
De plus, en fait, finalement, moi je connais très peu de fourmis qui sont capables, tu vois, de couper la peau humaine. T'as les manians en Afrique. Alors je sais pas pourquoi, il y a cette espèce de folie là sur les fourmis rouges en fait. Pourquoi ce seraient les fourmis rouges qui forcément mangeraient les humains? Tu vois ce que je veux dire? Ah non, les fourmis qui sont un peu offensives, qui s'attaquent un peu à tout ce qui bouge ou qui piquent fort, c'est pas forcément rouge. Paradoxalement, la fourmi qui fait le plus mal sur toute la planète Terre, elle est noire, tu vois? Les manians sont des fourmis africaines du genre Dorilus. Bien connues, ce sont elles qui font la une des documentaires animaliers. Elles n'ont pas de fourmilière et sont constamment en mouvement, emportant avec elles les œufs, les ressources et la reine. Ayant une réputation de destructrices, mangeant tout sur leur passage, les manians sont finalement inoffensifs pour l'homme. Bien que leurs puissantes mandibules peuvent facilement percer la peau humaine, elles ne peuvent cependant pas la découper. C'est comme si vous essayiez de découper de la viande avec un tournevis. Bien qu'elle semble être la candidate idéale, nombreuse, de bonne taille et au comportement offensif, les manians n'ont rien à voir avec les fourmis mangeuses d'hommes. Mais il nous reste encore quelques espèces candidates. Donc on a dit pas les manians. On avait dit pas les manians. Y'a que moi qui ai la ref ou pas, ou je suis tout seul dans mon délire? Les mignons. Non, je faisais référence. On avait dit un fatal. On avait dit pas les mamans. Ah, évidemment. Tu vois, pas les mamans. on avait dit pas les manions. Bon, c'est pas drôle. Ensuite, il y a quoi? On a les eucytons. Alors les eucytons, c'est des fourmis qui n'ont pas de fourmilière. Et tu dis c'est un peu comme les manians en fait. Ouais, sauf que les manians c'est en Afrique et les eucytons c'est en Amérique tropicale. Et les eucytons en fait, elles ont cette faculté de faire ce qu'on appelle des marabuntas. Et les marabuntas, c'est une colonie qui est en constante évolution, une colonie de fourmis qui est en mouvement constant à la chaîne et qui transporte avec elle les œufs, la reine, les soldats, la garniture, etc., etc. Et en fait, ça te fait des grandes chaînes comme ça qui peuvent faire 300 mètres, 450 mètres. Et dedans, tu as 700 000 individus. C'est beaucoup, tu vois. Mais ça, c'est pareil. Les eucytons, finalement, t'as que les soldates, tu vois, qui ont des mandibules disproportionnées. Le truc, c'est que c'est des mandibules qui sont faites pour accrocher, pour percer, pas pour découper. Et c'est ça qui nous intéresse en fait. C'est des fourmis qui ont des pièces masticatrices qui sont faites pour trancher, pour couper. Parce que quelque chose de pointu, quelque chose de vulnérant, tu vois, quelque chose qui pénètre, ça ne veut pas forcément dire quelque chose qui arrache. Ça veut rien dire. Regarde, cette machette. C'est un très mauvais exemple, cette machette. Mais une pointe de flèche. Pointe de flèche, ça ne découpe pas la chair. Tu ne découpes pas de la viande avec une pointe de flèche. C'est à toi que je parle. Si. C'est à toi? Comment ça, si? Ouais. Non, mais t'as compris ce que je veux dire. Quand tu te fais un piercing, tu te fais pas un piercing avec... Avec une aiguille. Ouais, tu te fais un piercing avec une aiguille, quoi. Ou un fer à souder, ça dépend de quelle famille tu viens, tu vois. Mais genre... Voilà, tu vois pourquoi on découpe. C'est au tour de Aaron de s'empêtrer dans les lianes. C'est vrai que là où lui tient la caméra, moi j'ai plutôt les mains libres. Ça va? Ça va, c'est bon. Ça va bien? Ça va très bien. Ça va bien? Me pointe pas la machette comme ça. Ça va bien? Ça va très bien. Oula? Oula. Ok. Parce que... Après l'avoir aidé, je découvre à ma grande surprise un marabunta. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est les eucytons, gros! Regarde, là t'as un soldat là. Hop! Tu peux pas les louper, ils sont rouges avec une tête blanche. Regarde ça. Oh putain, oh putain. Oh putain. Alors, elles ont pas de dard. Là tu vois rien. Franchement, je peux te montrer n'importe quoi. Je pourrais avoir un pint. Attends, je te dirais. Augmenter Vas-y, elle augmente la luminosité. Attends, parce que je suis quand même un peu sur... Oh, regarde! Un cadavre de morpho. Attends. Attends, je vais le... Waouh! Regarde ça, regarde ces reflets. Franchement, c'est pas évident de trouver un cadavre de morpho comme ça parce que c'est tellement humide que ça se décompose super vite. Mais regarde ça. Putain, les morphos, c'est des papillons, c'est un genre de papillon. Et c'est une vidéo que j'adorerais faire. Je vous avoue, j'adorerais faire une vidéo sur les morphos. Le truc, c'est que c'est des papillons. Et en fait, quand tu les vois dans la nature, les papillons, la plupart du temps, ils volent.
au-dessus de toi, loin. Donc c'est galère. Donc pour faire une vidéo sur les morphos, il faudrait que je fasse ça dans une serre, en fait, donc en captivité. Et pour le moment, c'est pas l'objectif principal. Ouais, mais paradoxalement, ça veut dire que je suis obligé de trouver quand même des résidus de morphos pour vous en parler. Ouais. Il ressemble à celui que j'avais en cadre chez moi quand j'étais gosse. Le même état. Le même état. Ouais, exactement le même état. Superbe. Et quand tu vois ça dans la forêt, eh ben c'est fou, mais tu sais, tout est vert, tout est beau. Puis tu as ce flash bleu électrique qui te traverse. Magnifique. Je vais le poser là. Et revenir avec ma petite Euciton Berkeley là. Alors les Eucitons, c'est la fourmi dont je te parlais tout à l'heure. Et tu vois, il n'y a que les soldates, finalement, eh ben, qui ont des mandibules complètement disproportionnées. Genre vraiment, hein. C'est, à ma connaissance, c'est celles dans le règne des fourmis qui ont le rapport taille-mandibule le plus disproportionné. Alors, une fois qu'elles t'ont poinçonné, eh ben, c'est très dur de l'enlever. Sauf que, tu vois, ce que je te disais, c'est que eh ben, ce sont des mandibules qui sont faites pour percer, hameçonner, mais pas faites pour trancher. Et le problème avec ces fourmis-là, eh ben, c'est que si tu essaies de la retirer une fois qu'elle est plantée et que tu t'y prends comme un manche, eh ben, tu vas être obligé de lui arracher la tête. Pourquoi? Pas parce que... Pardon. Excuse, je me fais éclater. Ouais, mais t'en as deux sur le coude, t'en as sur les jambes. Pendant que Aaron s'amuse avec les moustiques, la soldate Euciton continue de me percer la peau. Comme ses mandibules fonctionnent comme des hameçons, pour la retirer, il faudrait que je tire. Mais en ayant la bonne technique et une petite pince, on peut réussir à l'enlever sans être obligé de la décapiter. Je vais dégrafer mon sac parce que dedans je vais prendre une petite pince. Et cette petite pince va me servir. Aïe! Ça y est, ça commence à attaquer en profondeur là. Ça y est, ça commence à me plier en deux. Oh non, j'ai pas la pince que je voulais. Mais quel abruti de couillon dans le je fais. Et le problème, c'est que c'est... Oups, pardon. C'est que comme, eh ben, c'est des hameçons, que ça fait le même effet, si tu essaies de la retirer, vu que c'est fermé, ben tu vas juste tirer plus fort que ce qu'elle est capable de poinçonner dans ta peau, donc tu vas lui arracher la tête. Donc c'est pour les enlever sans danger, il faut utiliser une pince, placer la pince sous la peau, entre la peau et ses mandibules et ouvrir, hop, plus grand les mandibules que ce qu'elle a refermé. Voilà. Parce que sinon, en fait, tu la décapites. D'ailleurs, c'est un petit peu aussi ce genre de fourmis, tu vois, qui ont des grandes mandibules et des grandes forces dans les mâchoires, et ben, qui sont utilisées par les Amérindiens pour fermer des plaies. Je vais te montrer, mais plus tard. Allez, je la repose et on se casse. Parce que là, les moustiques, là, on n'a pas de produit, non, on n'a rien. Non, rien. C'est bien. Allez, on y va? Ouais, je prends mon sac. Ouais, on y va. Trouver des Eucitons, c'était une bonne surprise. Je comptais vous en parler quand même en intégrant des plans de coupe dans la vidéo, mais les avoir en vrai, sachant qu'elles se déplacent beaucoup, c'était inespéré. Donc finalement, vous voyez bah, que ni les maniants, ni les Eucitons eh ben, sont finalement capables, malgré le fait qu'elles puissent poinçonner la peau, eh ben, capables de trancher, de découper. Ce qui nous laisse, c'est mon talkie-walkie qui fait tout ce qu'il a envie, et ben, ce qui nous laisse plus tellement le choix en fait, eh ben, on va plutôt s'orienter vers les Acromyrmex, ça va? Oui. Et les Hata. Et je pense que, très honnêtement, nous c'est surtout les Hata qui nous intéressent. Et oui, parce qu'en fait les deux se ressemblent, mais de ouf. Acromyrmex et Hata, je te jure, tu t'en mets deux à côté, tu te dis mais c'est la même chose. Alors pour les différencier, il faut une loupe parce que ça se joue à un poil de cul près. Mais en gros, t'en as une qui est un peu plus épineuse que l'autre. Mais sinon, les deux ont le même mode de vie, les deux fonctionnent de la même manière. Et nous, il y a de fortes chances, vu qu'on est en Amérique centrale, eh ben, qu'on croise des Hata. Et c'est pas compliqué pour les trouver. Non, c'est pas compliqué, non. Surtout quand un nid de 60 mètres carrés était sous nos yeux. Regarde. Bah, je change juste là. Attends. Ah oui. Le passage de Hata dans la forêt est très reconnaissable. Elles ont tout ravagé. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles ne laissent aucune trace de verdure. C'est pas celle-là, moi, que je cherchais. Non. Non, moi je pensais qu'on allait trouver
qu'on allait plus s'enfoncer là-bas, mais tu sais quoi, on va montrer celle-ci en exemple, parce qu'elle a pas l'air super active. Mais c'est un putain d'exemple de dingue. Oh, c'est magnifique. J'arrive pas à savoir si on voit à la caméra. Est-ce que t'arrives? Est-ce qu'on arrive à voir? C'est-à-dire si tu bouges pas d'ici et que moi je me mets là. Ok. Et normalement, en fait, tu devrais te rendre compte à l'écran. Et ben que là, tu as la fourmilière principale, d'accord? Mais que tout autour, il n'y a plus de plantes. On le voit ou pas à la caméra? On le voit ou pas? Tu vois, tout a été ravagé. C'est comme s'il y avait eu un éboulement de terrain, en fait. C'est-à-dire que j'ai des plantes à droite, j'ai des plantes à gauche. C'est vrai, hein, regarde. Encore. Monte bien. Tu vois? Et là, genre, il n'y a rien. Et ouais, en fait, c'est ça, les Atacephalotes. Ce sont des fourmis coupe-feuilles. Et ça, c'est un superbe exemple de ce qu'elles sont capables de faire dans une forêt. C'est-à-dire qu'elles vont récolter de la matière première qui va être végétale, et ça peut être n'importe quelle matière première végétale, hein. Ça peut être des pétales, ça peut être des fleurs colorées, ça peut être des bourgeons, parfois des petites graines, mais elles vont avoir une petite préférence quand même pour la belle feuille verte. Et en fait, elles vont récolter tout ça dans la forêt. Là, tu te dis, pour les manger? Mais non, pas du tout. Leur autre nom, c'est les fourmis champignonistes. Parce qu'en fait, cette matière première-là, qu'elle va récolter dans la forêt, elle va l'emmener dans la fourmilière pour cultiver un champignon et le manger. Tout simplement. Elles mangent pas elles sont pas végétariennes, elles sont fongivores, elles mangent du champignon. Lorsqu'une reine trouve un endroit pour y faire son nid, les premières ouvrières commencent à récolter toute la matière végétale la plus proche du nid. Plus la colonie grandit, et plus la zone autour du nid est complètement ravagée. Ce qui implique que les fourmis organisent dans la jungle des expéditions toujours plus loin pour rechercher les ressources. Mais cette fourmilière-là semble avoir cessé ses activités. Il n'y a pas l'ombre d'une vie. Normalement, même une fourmilière endormie possède un peu d'activité. Il y a toujours 1 ou 2 sentinelles à l'entrée des terriers. Mais là, il n'y a rien. Il ne se passe rien. Pas de bruit, pas de mouvement. Même la terre en surface semble avoir séché, alors que ces fourmis sont en constant forage et ramènent en continu la terre fraîche des profondeurs jusqu'en surface. Ouais, vas-y, rapproche-toi. Tu regardes, tout est mort. Ah, je trouve ça génial parce que c'est quand même un animal qui est parfaitement au bon endroit au bon moment, c'est-à-dire qu'il est dans son environnement, mais il détruit tout ce qu'il y a autour de lui. Tu vois ce que je veux dire? Et ce nid-là, il est particulièrement beau s'il était actif. Tu vois, normalement, un nid qui est actif, tu le reconnais parce que tu as les fourmis qui viennent, tu les vois arriver. Elles arrivent de tous les côtés parce qu'elles vont chercher de la matière première parfois à 300 mètres du nid, tu vois, et tu les vois arriver de tous les côtés en utilisant les branches, un peu comme des autoroutes naturelles. Comme elles marchent partout dans la forêt et que regarde le sol. Honnêtement, regarde-moi ce sol, regarde ça. Et encore, tu vois, t'as vu ça? Il y a plein de débris, plein de machins. Et tous ces débris-là, pour des fourmis qui récoltent de la matière première, ça freine. Donc elles vont utiliser toutes les branches, comme ça, les troncs, comme des autoroutes naturelles. Pourquoi? Parce que ça confère un gain de temps. Et toutes les fourmis qui parcourent de longues distances, ils vont toutes utiliser cette technique. Donc là, on voit bien que il n'y a plus rien autour. Bon, par contre, il ne reste plus que ces stigmates là, ces vestiges en fait, tu vois, de l'ancienne colonie. Regarde cette terre. Cette terre, elle est un peu spéciale parce que c'est des petites boules de terre, tu vois, qui ont été mâchées, prédigérées, et elles en ont fait des petites boules. Et en fait, tout ça, c'est la terre de l'intérieur du nid qui a été évacuée à l'extérieur. Et en fait, c'est super simple comment elles font. Elles viennent les unes à la suite des autres déposer des débris. Mais attention, c'est pas la poubelle, hein, parce qu'elles sont bien organisées, hein, je te jure. C'est pas la poubelle. Ça, c'est pas la poubelle. Il y a un endroit dans la colonie, alors là, je t'avoue, je sais pas trop où il est. Peut-être par là-bas, on verra plus tard. Mais il y a un endroit à l'extérieur du nid où tu as des débris, où tu as des déjections. Et là, pour le coup, tu as toutes les fourmis mortes, tu as d'autres types de cadavres, du champignon qui sert plus à rien, tu vois, des crottes, des déjections, tu as même d'autres individus. C'est une poubelle, une décharge, voilà, une décharge. La décharge des Atacephalotes est particulièrement bien organisée. C'est un monticule de débris, semblable à de la terre, bien éloigné de la cheminée principale.
La distance posée par les fourmis entre la décharge et le nid principal est stratégique. Comme il y a beaucoup de matière organique en décomposition, cela peut être une source de contamination pour la colonie. Donc un danger à ne pas négliger. Mais c'est aussi un véritable vivier pour toutes les créatures qui voudraient s'en nourrir. Micro-organismes, champignons, bactéries, insectes, arthropodes, détritivores, tous ces organismes doivent finalement être tenus à distance de la colonie. Cependant, ils jouent aussi un rôle essentiel dans la décomposition de cette matière organique. C'est à peu près le même principe qu'un compost. Et les fourmis se débarrassent de tout ce qui n'est plus nécessaire. Du champignon décomposé, des cadavres de fourmis, des morceaux d'intrus, du bois, des déjections. Elles y entreposent même les mâles qui ont servi pour la reproduction lors de la parade nuptiale. Certains ne sont même pas encore morts qu'ils sont lancés à la poubelle. L'affectation à l'entretien de la décharge est toute une organisation. Chaque ouvrière procède de la même façon. Elles se suivent en file indienne, portant avec elles les débris, pour arriver à une zone bien précise qu'on pourrait comparer à une zone de largage. Les débris sont tout simplement lâchés dans le vide et s'entassent les uns sur les autres. Une fois l'objet lâché, la fourmi doit cependant rester propre avant de retourner au travail. Un petit nettoyage s'impose. Elle nettoie donc les mandibules, les pattes avant, la tête et les antennes. Et oui, les fourmis sont des animaux très propres. Dans la nature, tout se transforme, rien ne se perd. Mais non, ça c'est pas de la décharge. Ça c'est le nid, c'est les fondations, tu vois. Et tu vois que tu as le cratère principal de la cheminée ici, et c'est profond, hein. C'est profond. Je mettrai pas le bras parce qu'on sait jamais, vu qu'il est abandonné. Mais non, le truc c'est que j'aimerais bien mettre le bras, mais comme il est abandonné, il n'y a aucune preuve qu'il n'y ait pas un autre animal plus dangereux qui est pris refuge en fait dedans. Tu vois. Bon, je vais quand même mettre le bras. Putain, tu la vois la scène là dans les films du mec qui met la main. Attends, t'as l'endoscope. L'endoscope est un outil que j'utilise souvent. Le mien est cependant de très mauvaise qualité, mais il fait le taf. C'est un outil très simple. Une petite caméra articulée, autour desquelles il y a des petites LED, qui permet d'être infiltré dans des petites cavités comme celle-ci. Attention cependant, cet outil n'est pas à des fins médicales, et c'est d'ailleurs bien stipulé sur la notice. Mais c'est toujours utile quand on veut essayer de savoir ce qui se cache au fond d'un terrier. Et souvent, les animaux qui se cachent dans des terriers sont peu coopératifs. On va voir. Oh! Quoi? J'ai vu une araignée géante sortir de sous ton pied. Si tu bouges doucement... Autant être honnête, l'araignée que j'ai vue n'est pas une mygale. Putain. Je crois que je sais ce que c'est. Tu peux bouger? Oui, tu peux bouger. Elle est plus sur toi, elle est loin derrière, mais il faut que tu bouges doucement, 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 doucement. Vas-y, 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 doucement. Si tu peux choper une lampe torche, c'est bien aussi. Enfin, quand je dis araignée géante, c'est une araignée de belle taille, quoi. Ah, c'est une ancylomethès. Vas-y. Et la lampe? Une lampe, au moins pour la voir. Parce que je pense que j'arriverai pas à l'attraper. Dedans, au niveau des pieds. Putain, c'est dommage. Bah, si tu veux venir la voir, toi d'abord, pour que t'en profites quand même un peu. T'avais ça sous le pied. Tu la vois ou pas? C'est balèze, ouais. Tu la vois ou pas? Attends, je pense qu'on va voir avec la caméra, ouais. Je ne risque rien à mettre les doigts comme ça. Contrairement aux légendes urbaines, les araignées ne se jettent pas sur tout ce qui bouge. On la verra peut-être pas avec la caméra. Peut-être que je peux l'approcher. Fais voir la cam. D'accord? La cam. Tiens. Elle est là derrière la feuille. En fait. Allez, viens par là, viens vers nous, petite araignée, viens vers nous, petite araignée. Ah, superbe. Magnifique. Ouais, elle est vraiment belle. Elle est superbe, hein. T'as vu ça? T'as dû marcher sur une feuille morte. Elle est rentrée dans le trou. Voilà. Comme quoi, tu vois, dans les trous de fourmis, quand il n'y a pas de fourmis, il faut toujours se méfier. Cette araignée est une ancylomethès. Je ne peux cependant pas vous dire de quelle espèce il s'agit. En revanche, je peux vous dire de quelle famille il s'agit. C'est une araignée qui fait partie de la famille des cténidés. Ce sont de grandes araignées qui ressemblent à des araignées loups, mais en version américaine et tropicale. Cependant,
leur venin est beaucoup plus puissant que celui des araignées loups. Alors que les araignées loups, ou lycoses, vont se nourrir de petits insectes ou arthropodes, les cténidés, elles, vont se nourrir de vertébrés, grenouilles, lézards, serpents, petits mammifères. Ces chasseresses, à la vision extraordinaire, ne tissent pas de toile piège pour capturer leur proie. Elles arpentent les branches ou le sol de la forêt tropicale et attendent de tomber sur un animal vulnérable ou alors qu'une proie leur tombe dessus. Mais ces araignées ne sont pas sanguinaires pour autant. Il existe des moments pour être offensif, des moments pour manger, et d'autres pour ne rien faire. Une femelle surveillant ses petits, par exemple, n'a que faire de se nourrir. On pourrait croire que cette petite grenouille fait copain-copain avec cette araignée, mais il n'en est rien. Cette grenouille a simplement choisi cette araignée comme support, et l'araignée l'a tout simplement laissé faire. En revanche, dans d'autres circonstances, cette grenouille se serait probablement faite dévorer. Mais la nature est ce qu'elle est. Pas de gâchis, et on mange l'autre seulement quand c'est nécessaire. Alors attends. Voyons voir un peu ce qu'on a là-dedans. Ça qui est génial dans la jungle, tu vois, pour reprendre le truc de l'araignée, c'est qu'en fait tu croises des animaux que tu n'as pas forcément prévu de croiser au début, donc sans le faire exprès, et qu'en plus c'est merveilleux, tu vois. Bon, écoute, je vois pas grand-chose. J'essaie de tordre la cam. Ah, il y a des yeux quand même. Alors, j'ai vu des yeux luisants que j'ai perdus, évidemment. Ah là. Putain, il me faudrait un truc autoguidé. Est-ce que c'est ça? Où est-ce qu'ils sont mes yeux là? Où est-ce qu'ils sont mes yeux? Allez mes yeux, revenez mes yeux. Mais s'il y a un tapetum lucidum, du coup, c'est que c'est probablement une araignée. Une araignée, un crabe. Mais bon, ça m'étonnerait, on est quand même super loin de la première source d'eau. Oh, putain, c'est pas vrai. J'arriverai pas, qu'est-ce qui s'est passé avec ma caméra? Ah! Regarde ce moustique! Il est énorme! Je me sens violé dans mon intégrité quand même. Tu t'es violé là. Ah la vache. Ah, je sens son rostre me percer la peau. C'est gonfle. Tu sais qu'il y a une légende qui dit que si tu contractes comme ça, Il reste bloqué. il reste bloqué, il explose. Ça m'étonnerait. T'as vu, mon sang, il est presque rose. Oui. Non, je suis obligé de le buter parce que si jamais je suis malade. Bon, vraisemblablement, j'ai rien trouvé là. Alors, je vais mettre le bras. Putain, si on avait une lampe torche. Et en gros, tu vois, la taille du bras, hop, tu vois, jusque là quand même quasiment. C'est pas mal profond. C'est un sacré bordel, hein, les galeries qu'il y a là-dessous. Et moi, je voudrais vous montrer une fourmilière en activité quand même. Regarde, ça, c'est caractéristique. Ça là, ici, tu vois, là sur celle-ci, on voit bien. Tu vois, c'est une découpe qui est vachement bien arrondie. Parce que c'est comme ça qu'elles font en fait, elles cisaillent en format arrondi et tu peux vraiment pas le louper. Ça, c'en est pas ça, tu vois. Ça là, ces feuilles là, avec les trous au milieu. Ça, c'en est pas. Ça, c'est probablement de la chenille, tu vois. Par contre, excuse-moi petite fleur, par contre sur celle-ci, là, la petite encoche qui est là, ça on le voit. Et sur la même plante, hein, tu vois, ici là, sur cette encoche, on le voit bien. Ça, c'est de la hata, ça, c'en est pas. Ça, c'est de la hata, ici. La méthode de découpe des Hata cephalotes est caractéristique. Leurs mandibules ou pièces buccales ont évolué de sorte à ce que la découpe soit arrondie, précise et surtout rapide. Chaque morceau de matière végétale est découpé de la même manière. Une découpe arrondie et lisse qui sépare le morceau de sa base. Généralement, les morceaux découpés ont une taille standardisée. Enfin, quand il ne s'agit pas d'une graine, d'un pétale ou tout simplement d'une tige. D'ailleurs, ces fourmis sont étonnantes car lorsqu'il commence à pleuvoir, elles vont toutes lâcher leur cargaison peu importe l'endroit où elles sont. Parfois, après une grosse pluie, on peut voir à l'entrée du nid toutes celles qui ont abandonné sur place leur cargaison avant de rentrer. Le sol devient donc parsemé d'une multitude de confettis végétales. Allez, on bouge. Il faut qu'on trouve cette fourmilière. Mais bon, c'est bien là. C'est un bel exemple. Waouh, t'as l'impression que c'est un empire, je te jure. Je suis dégoûté pour mon endoscope. Il va falloir que j'en chope un autre. C'est marrant ce matos, tu sais, qui se casse. Alors, tu sais que tu l'utilises pas. Il est cassé là, non? C'est quoi ça? Bah, il y a un truc devant la cam, il y a un filtre, il y a un voile qui me gêne. Allez. Oui, merci. Allez, viens, on y retourne.
Attends. On vient de là-bas. On a fait ça. On est arrivé ici puisque c'est là que j'ai vu la fourmilière. C'est là-bas. Ça, tu vois, ça a été ramené par l'eau. C'est juste l'eau qui a ramené ça. Parce qu'avant, le niveau, il était là. Maintenant, c'est plus qu'un ruisseau de baltringue. Mais tout ça, ça a été ravagé. Et on va suivre ce ruisseau. Oh, regarde! Regarde, elles sont là! Elles sont là! Elles vont nous mener à leur fourmilière. Tu les vois? Regarde ça! Et t'as vu ce qu'elles transportent? Elles transportent pas des morceaux de feuilles! Elles transportent des graines! Hein? Voilà, là oui. La colonne, c'est une organisation spéciale. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de soldats. Là, j'en vois très très peu. Il y en a un de temps en temps, tu vois. Mais sinon, c'est que des ouvrières qui vont dans un sens. Donc celles qui sont chargées de matières premières, elles vont dans ce sens-là. Ça veut dire que la fourmilière, elle est là-bas. Et toutes celles qui ont les mains vides, les mandibules vides, elles vont dans l'autre sens. Donc la fourmilière est là-bas et elle récolte par là-bas. Et là, vraisemblablement, elles ont jeté leur dévolu, tu vois, sur un arbre. Qu'est-ce que c'est que ces graines? On dirait des graines de tabébouya. Un arbre qui fait des feuilles jaunes, très particulier, qui fleurit en début de saison sèche et qui perd toutes ses feuilles qui deviennent jaunes d'un coup à la fin de la saison sèche. C'est magnifique parce que tu as du vert partout et puis d'un coup, paf, tu as une tache de jaune. Le tabébouya est un arbre natif des Amériques. Il s'étend du Mexique jusqu'en Argentine et est une plante surprenante. C'est le seul point jaune à des kilomètres à la ronde dans une immensité de vert. Ses fleurs sont d'un jaune vif et lorsqu'elles fanent et tombent sur le sol, c'est dessus que les Attacéphalotes jettent leur dévolu. On peut donc observer dans la forêt de longues colonnes jaunes vifs sur plusieurs centaines de mètres. Mais le cortessa, ou tabébouya, n'est pas le seul arbre à faire des pétales ou des fleurs colorées. Lorsqu'une autre plante ou un arbre fait des fleurs roses, les fourmis se chargent de les récolter. Peu importe la couleur, toute matière végétale est bonne à prendre. Ces longues chaînes colorées nous offrent toujours un spectacle magnifique à observer. Les mandibules de ces fourmis, elles sont particulières. En fait, elles vont transporter leur matière première, évidemment, sur le seul endroit qui gêne pas, c'est-à-dire au-dessus de la tête. Et c'est le seul endroit qui se prend pas, tu vois, dans le décor. Ça leur permet d'avancer et d'avoir toujours les antennes qui peuvent tâter sur le sol. Le truc, c'est que, pour pouvoir tenir quelque chose au-dessus de sa tête, il faut pas des mandibules n'importe comment. Donc en fait, elles vont avoir des mandibules qui vont faire presque un angle droit, tu vois, comme ça, clac, clac. Ce qui fait que quand elles vont lever la tête, elles vont pouvoir avoir des pièces masticatrices, des mandibules qui vont tenir la matière première, tu vois, comme une équerre en fait, tu vois, quoi. T'aimes pas ce mouvement-là comme ça? Non, ça fait d'équerre, pour que ça tienne droit. Tiens, c'est marrant, celle-ci, elle transporte une graine sur laquelle tu as une autre fourmi. Elles aiment bien faire ça, et toujours la fourmi qui est dessus, elle est plus petite. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à savoir pourquoi, et ça a l'air d'arriver hyper fréquemment. Je sais pas. Et alors c'est marrant parce que leurs mandibules, quand elles sont vides, c'est-à-dire quand elles ont rien, elles ont des reflets argentés, tellement elles sont lisses. Assez incroyable. Ça, c'est un jeune soldat, ça. Tu vois, quand il y en a une qui a besoin d'aide, t'en as une autre qui vient aider. Et regarde, tu vois, ça fait une petite trace sur le sol que tu peux vraiment pas louper. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont dégager tous les débris qu'il y a sur leur passage. Les soldates et d'autres ouvrières qui vont, elles, se charger de transporter toutes les feuilles qui emmerdent tout le monde, en fait. Feuilles, branches, etc. Et ça va laisser des traces au sol, des autoroutes complètes. Et que tu vois genre à plusieurs dizaines de mètres, quoi. Tu peux vraiment pas le louper. Récolter des ressources est un travail qui monopolise beaucoup d'ouvrières. Dans la forêt, le sol est parsemé d'obstacles. Si certaines fourmis préfèrent faire des ponts en se soudant les unes aux autres pour laisser passer le reste de la colonie, d'autres, comme les Hata, vont préférer déblayer le passage. Parmi toutes les ouvrières affiliées au transport, on trouve aussi des ouvrières qui vont parcourir la colonne à la recherche de tout obstacle à déblayer.
Branches, feuilles mortes et cailloux retiennent l'attention des architectes. Et si certains obstacles sont trop gros pour être déplacés, les soldats, beaucoup plus grosses et plus puissantes, viennent à la rescousse. Là, t'en as une qui est en train de se filmer là, avec ça. Là, t'en as une qui est en train d'enlever une feuille, tu vois. Ça, tu vois, c'est une feuille qu'elle va mettre sur le côté, elle va aller la poser, voilà, hop, tranquillement, se nettoyer et repartir. C'est vraiment trop stylé. J'adore les fourmis, c'est beaucoup trop stylé. Bon allez, on se rapproche de la colonie, je le sens là, je le vois aussi. C'est beaucoup trop génial, il y a trop de trucs à dire sur ces fourmis, je te jure. Allez, viens. Tiens, tu vois, comme je te disais, la colonie qu'on vient de quitter là, la colonne, hop, elle vient, paf, elle part ici, elle prend cette petite branche. Ah mais non, elle est pas là-bas en fait, elle est là-bas, viens, on remonte la rivière. C'est très souvent que les hâtas longent les rivières ou les ruisseaux. Ces fourmis détestent l'eau et il suffit de quelques gouttes sur leur passage pour leur brouiller toutes leurs informations. Mais cela ne les a jamais arrêtées. On peut d'ailleurs avoir le plaisir d'observer de magnifiques architectures le long des rives. Tunnels, cavités, ponts, c'est tout un itinéraire qui est tracé pour faciliter le passage des ouvrières. Car ces fourmis sont sans surprise dépendantes de la voie qui s'ouvre devant elles. Comme elles sont bien trop occupées à transporter de la matière première, il suffit de n'importe quel obstacle et c'est toute la chaîne qui est bouleversée. Comme toutes les fourmis, les Hatacéphalotes se repèrent grâce aux phéromones. Une trace chimique laissée sur le sol qui permet à toutes les ouvrières de se repérer dans l'espace. Elles travaillent donc dans un automatisme sans précédent. Lorsqu'un obstacle vient tout bouleverser, il faut qu'une nouvelle ouvrière, une éclaireuse plutôt, spécialisée dans la détection de l'environnement, ouvre une nouvelle voie au reste de la colonie pour leur permettre de terminer leur chemin. Sans cela, les embouteillages seraient catastrophiques et les fourmis ne pourraient plus rejoindre leur nid. On continue de longer le ruisseau en suivant la colonne d'approvisionnement. Les conditions climatiques et la saison sèche nous sont favorables, car là où je marche, en saison des pluies, le niveau de l'eau aurait monté de 2 mètres et la rivière aurait été probablement infranchissable. Les voilà. Quoi, aïe aïe aïe. Ah oui, putain. Sacrées épines. Sacrées épines. Il faut aller là-bas. Allez. Bon bah, tu sais quoi? On va monter par là-bas. Tu as vu cette scène dans les films où le héros il jette son arme? Et c'est comme par hasard quand il jette son arme que c'est là qu'il se fait attaquer. On rejoint finalement la forêt en essayant de ne pas écraser les fourmis. Est-ce que ça tient ça? Et ça, est-ce que ça tient ça? Et ça, est-ce que ça tient ça? Oh. Vas-y, viens. Je vais t'aider. La machette ou le coupe-coupe est un outil indispensable pour progresser dans la jungle. En toute personne responsable, il est cependant primordial de ne pas l'utiliser à outrance. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on se met à couper tout et n'importe quoi alors que c'est pas forcément nécessaire. Elles se seront fait désirer ces fourmis. Je te jure, on suit la piste là, regarde. Elle est encore là, tu la vois bien hein? Regarde. Tu vois? Le truc là, tu peux vraiment pas les louper, c'est ça qu'on suit depuis tout à l'heure. C'est cette espèce de petite autoroute qui a été faite uniquement par les fourmis. C'est pas un gamin qui s'est amusé à... Oh, elle est là. Elle est là, viens. Oh putain. Ah, ils ont tout niqué. Un vrai massacre. Il n'y a plus rien. Théma. Là, on voit bien, là, un cratère. Là, ils sont en train d'en construire un autre. Regarde-moi ça un peu. Des cheminées partout. Alors ça, c'est des anciennes cheminées. Est-ce que tu as la capacité de pouvoir reconnaître les anciennes des nouvelles? Oui, comme c'est de la terre. Plus la terre elle est à l'extérieur, donc en contact avec l'air libre, plus il fait chaud, plus la terre sèche. Tiens, regarde, là, t'en as. Regarde. Ça, tu vois, ça, c'est une colonne, tu vois, une cheminée qui est, où les ouvrières, elles sont encore en train de sortir de la terre, tu vois. Donc ici, je sais pas si tu arrives à voir. Ouais. Ou pour de vrai. On voit qu'il y a un changement de coloration, et parce que tu as de la terre qui est neuve, donc qui vient d'être retirée, et tout ça, c'est de la terre plus vieille, qui est plus sèche, tu vois. Donc si ça fait pas de la boue, si tu la prends, ça fait de la poussière. Alors que ça, si tu la prends, ça fait de la terre encore plus épaisse. C'est magnifique.
Les cheminées de la fourmilière mènent à ce qu'on appelle des cratères. Selon leur importance et leur localisation, ils sont constamment entretenus par les fourmis. Ils peuvent avoir des tailles impressionnantes et des formes tout aussi particulières. Et pour la même fourmilière, certains cratères peuvent être retrouvés à plusieurs dizaines de mètres de distance. Ok, alors il faut impérativement qu'on trouve des soldats. La dernière fois qu'on est venu ici, c'était un vrai carnage. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de soldats, tu vois, il a suffi de taper du pied et tous les soldats sont sortis d'un coup. Et on s'est fait submerger et moi je voulais impérativement le plan, tu vois, des soldats, des soldates qui sont sur le sol. Et il fallait que je termine ce plan-là absolument. Mais elles ont eu le temps du coup de monter sur moi, sur mes vêtements et elles nous ont éclaté, mais genre vraiment éclaté. Et c'est là que je me suis rendu compte vraiment, je me suis dit, ces fourmis, elles sont spéciales, elles sont vraiment spéciales. Parce que très honnêtement, je crois que c'était l'une de mes pires douleurs que j'ai pu avoir. En fait, il n'y a pas de venin, tu vois, il n'y a pas de trucs qui te rentrent sous la peau ou autre. Non, elles font juste que mordre et te trancher la peau. Et comme elles sont pleines, et ben ça te génère une douleur, mais générale. C'est comme si tu te prenais un coup de taser. C'est horrible, horrible. Donc là, il faut qu'on trouve des soldats. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup là. Les soldates chez les fourmis sont celles qui s'occupent de la sécurité de la colonie. Et s'il y a une caste qui est capable de tenir le rôle de notre fourmi mangeuse d'hommes, c'est bien celle-là. Évidemment, pour faire venir des soldats, il faut qu'on fasse en sorte que la colonie se considère en danger. Donc, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah regarde, ça sort. Viens. Et regarde. Regarde. Tu vois la réaction? T'as vu? Ça sort bien quand même, hein. Ça sort pas mal quand même, hein. Je sais pas si tu vois, Aaron. Là, on voit, ouais. Ah la vache! Regarde, elles commencent déjà à monter sur le pantalon. Oh merde. Regarde comment elles sont. Putain, elles sont vraiment spéciales. Elles ont une tête qui est énorme. Elles ont des bulbes là sur le côté. Il n'y a rien dedans, c'est juste des muscles. Et en fait, leurs mandibules sont plus courtes que les autres. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est que pour pouvoir avoir une force de pression beaucoup plus importante, il faut que le membre il soit court. C'est le secret. Donc elles sont vraiment taillées, faites. Oh la vache, celle-là elle est balèze. Oh, ça y est. Alors attends. Contrairement aux ocytons, celles-ci tu peux les retirer sans risquer de leur arracher la tête. Parce que leurs mandibules sont courtes et elles se plantent pas dans la peau. Elles sectionnent la peau, c'est différent. Ça veut dire que c'est comme si tu enlevais une paire de ciseaux en fait, tout simplement. Mais je vais être honnête avec vous, je vais essayer de faire une vidéo dans laquelle je vais avoir très mal. Mais contrairement à toutes les autres vidéos qu'on voit sur internet où tu sais, t'as un peu de la mise en scène, parce que si t'as pas de mise en scène, tu fais pas de vues. Si tu fais pas de vues, tu fais pas d'argent. YouTube, c'est du sang et des larmes, c'est tout ce que c'est. Sauf que moi, je vous jure que je vais essayer de pas surjouer. J'ai pas dit je vais essayer de me contrôler. Je vais pas essayer de surjouer. C'est-à-dire que je vais vraiment réagir après la morsure. Tu vois, je vais faire du priapisme. Bon allez, c'est parti. Oh putain. T'es prêt, Aaron? Ouais. Parce que ça va être un massacre. Hein. Ouais, on va bien rigoler. Pour faire réagir les soldats, rien de mieux qu'un système de sonde avec des vibrations. C'est un moyen efficace de les faire sortir sans avoir à mettre les doigts avant l'expérience. Ok, voilà les soldats. Donc, les fourmis mangeuses d'hommes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a toujours l'habitude de les voir dépecer des corps en quelques secondes. Mais dépecer un corps, c'est long. C'est dur. C'est le maximum qu'elles peuvent faire. C'est-à-dire mal. Mais tu vois, il faudrait que je reste très longtemps comme ça pour qu'elles puissent commencer vraiment à me dépecer. Le problème, c'est que il n'y a aucun intérêt. Je vais commencer à sécréter de l'endorphine après. Tu vas voir, elles attaquent les veines. Regarde celle-là, elle attaque la veine. Le problème, c'est que, en fait, ces fourmis, c'est les meilleures candidates pour être la fourmi mangeuse d'hommes. Les colonies font jusqu'à 200 000 individus. Les colonies font jusqu'à 200 000 individus.
Donc c'est énorme, elles font jusqu'à 1 cm pour 8 à 9 grammes et elles sont taillées pour découper. Le problème, c'est que même si elles font le candidat idéal, parce qu'elles en ont toutes les caractéristiques, elles ne mangeraient pas les humains parce qu'elles en auraient aucun intérêt. Là, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Elles sont en train de réagir à ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire de la merde. Je les ai embêtées, donc elles défendent. N'importe quel animal défendrait son nid si on l'attaquerait. Même vous. Même vous. Est-ce que tu vois comment je saigne? Je saigne, il y a des mouches qui viennent sucer mon sang. Ils sont pas un peu dorés les fourmis là? Il ne s'agit pas d'un poison, d'un venin, d'une inflammation ou d'une brûlure. Non, là il s'agit d'organismes qui creusent directement sous votre peau. Mais heureusement, tomber dans un nid de hata et se faire attaquer comme ça, ce n'est pas un cas de figure qu'on rencontre fréquemment. Ça n'a d'ailleurs jamais été répertorié. C'est-à-dire que pour que ça arrive, il faut le vouloir. Et pour le vouloir, il faut se poser des questions. La dernière fois, il y en a une qui m'a croqué les testicules. Tu te souviens ou pas? Oui. C'était horrible. Là, ça commence à passer un petit peu. Ça fait toujours aussi mal, mais je commence à m'habituer un petit peu à la douleur. Vraiment, ce qui se passe sur la main, t'essaies de prendre des détails. Oh putain, et oublie pas surtout que je suis en train de me foutre. On s'habitue pas du tout. On s'habitue pas du tout. C'était des conneries. Je vais faire comme ce que disait mon père. Mon père, il disait... Qu'est-ce qu'il disait, mon père? Qu'est-ce qu'il disait? Papa, qu'est-ce que tu disais, putain? Donc ce que je disais, c'est qu'il n'y a aucun intérêt. Elles ont aucun intérêt à dépecer un humain. Il y en a une qui se donne à cœur joie. Elle est dedans, là. Elle va vraiment chercher... Celle-là, là. Elle va vraiment chercher en profondeur. Ça doit être insupportable pour vous à regarder. Vous êtes là, vous dites, ouais, on veut apprendre des choses. On est en train de voir un gogol se faire bouffer dans la jungle. Il y a des trucs de con. J'ai fait don de mon corps à la science, de mon vivant, je fais ce que je veux, je vous emmerde. Je suis assez clair comme ça. Ah mais tu saignes. Ben oui, pour de vrai. C'est un carnage. Je me demande en combien de temps elles considèrent que ça sert plus à rien, tu vois. Est-ce qu'il faut que je m'en aille? Est-ce qu'elles vont mordre comme ça indéfiniment? Oh, regarde celle-là! Elle m'a fait un trou dans la peau. Regarde. Ah. Petite futée, elle attaque la veine. Celle-ci là. Donc comme je te disais, tu vois, les soldates, elles ont qu'un seul rôle, c'est de défoncer. Donc tu vois, c'est ça le truc en fait. Bouffer un corps, ça prend du temps. Bon, c'est sûr que j'ai pas autant de fourmis sur le corps que ce qu'on voit dans les films. Tant mieux. Le truc, c'est que le but ne serait pas forcément peut-être de me tuer pour me dépecer jusqu'à l'os. Puisque faire ça, ce serait dépenser une énergie considérable, donc des ressources, pour finalement pas grand-chose, puisque tu ne récupérerais rien du corps, puisque tu n'en ferais rien, puisque tu ne le manges pas. Ça ne te servirait même pas à construire ton nid ou autre. Et tu vois, c'est vraiment... Attends, mais j'ai mal quelque part, mais il n'y a pas de fourmis. Ah, c'est elle qui me mord ici, mais j'ai mal là. Ah ouais, d'accord, ça y est, je comprends plus rien, ça y est. Je suis toujours là. C'est toujours là. Ok. Non, parce que je commence à me sentir tout drôle. Ah. Oui, mais c'est dû à la sensation. Tu sais, c'est comme. Waouh. Oui, je Waouh. vois ce que... Tu crois qu'elles ont un hallucinogène dans la salive à cause du champignon? C'est long pour se faire manger hein, quand même. Tu trouves pas? Ouais. Enfin, je veux dire, voilà quoi, mais. Surtout pour pas se faire manger à la fin. Ouais. Oui, c'est ça le truc. Pour rien. En fait, tu te fais pas manger, tu te fais tuer. Que tu peux tuer sans manger, mais tu peux peut-être pas manger sans tuer. Quoique s'il y a quand même des hyènes qui font des bails sombres en Afrique, qui mangent sans tuer la proie parce qu'elle est encore vivante. Au bout d'un moment, tu vois, tu commences quand même un petit peu à... Tu vois, ça dépend vraiment des zones. Bon, on s'en fout de la sensation, on n'est pas là pour ça. Moi, je suis quand même là pour vous expliquer comment ça fonctionne, comment elles peuvent découper. Et bien, contrairement aux autres fourmis qui, elles, vont se contenter de planter, et bien pour couper de la matière végétale, il faut faire ça bien. Et parce que si tu plantes un cure-dent dans une feuille, ben tu le fais juste que le planter, ça ne découpe pas ta feuille. Or non, elles vont utiliser une technique un peu spéciale, qui est très simple, et bien qu'il suffit de cisailler. C'est-à-dire que la mandibule se plante dans la matière, vraisemblablement là de la peau, mais ça peut être des feuilles, et ensuite l'autre aussi, et en fait elles vont, clac, cisailler comme ça. C'est pour ça que c'est vachement efficace.
science. C'est la seule façon de pouvoir découper de la peau humaine quand on est un tout petit animal comme ça. La plupart des grands carnivores se contentent de déchirer des morceaux de peau, mais pour des petits animaux comme ça, il faut découper la matière. Et ça prend du temps. Ça prend du temps et ça demande beaucoup d'énergie pour les individus, donc de la colonie, donc pour la colonie, mais aussi pour les individus. Ah, attends, je retire ça. 2 secondes, parce que j'ai chaud. Oh, regarde ça. Hein? Mon Dieu. C'est assez impressionnant en fait. C'est plus impressionnant que ça n'y paraît en fait. Parce qu'au final, ça va pas chercher en profondeur. Ça va vraiment chercher juste en surface, mais même en surface, eh ben, il y a des capillaires sous la peau. C'est très vascularisé, donc forcément ça saigne. Ce qui est impressionnant, c'est pas forcément le sang, c'est ma réaction parce que mine de rien, ça fait quand même très mal. Ça fait quand même très mal. Mais je vous rassure, d'ici la fin de la semaine, j'aurai plus aucune marque. Ou que très peu. Non, moi ce qui m'emmerde, c'est ces petites mouches là. Elles ont probablement été traînées sur des cacas partout là. Et non, elles viennent sur moi. J'ai aucun regret de faire ça. Absolument aucun. Pourquoi? C'est vrai, pourquoi j'ai aucun regret d'avoir fait ça moi? Oui, parce que c'est pour la science. Mais quelle science? C'est pour tes fans. Ouais, c'est pour mes fans. Ils sont pas aussi malsains que ça, mes fans. Stop! Oui, vous avez bien entendu un tuyau d'arrosage automatique. Je vous la repasse. Ils sont pas aussi malsains que ça, mes fans. Est-ce que vous savez ce que c'est? Un indice? Regardez le micro. Si on zoome, on aperçoit une fourmi. Le bruit que vous avez entendu, c'est tout simplement des stridulations qui émanent de la fourmi. Car oui, ces fourmis communiquent par des signaux sonores. Lorsque quelque chose menace la fourmilière, toutes les fourmis se mettent à striduler à l'unisson. Et ça, c'est un détail qu'il fallait réellement observer de près pour le prendre en compte. J'existe. Je fais la miniature. Pas sous l'ongle, on l'avait dit, on a passé un accord. Alors juste quand même pour votre info, ce genre de bail là, ce que je suis en train de faire là maintenant, dans la nature ça arrive tous les jours, partout, tout le temps. Pourquoi? Eh bien parce que les fourmis sont quand même prédatées par tout un tas de choses. Mais ceux qui font le plus de dégâts finalement, bah, c'est surtout les tamanoirs, les tamandois, ceux qui détruisent ça. T'as aussi certains singes, donc en fait elles ont l'habitude de se faire défoncer la gueule, mais aujourd'hui elles prennent la revanche. Et ce qui est paradoxal encore plus, j'adore cette espèce, je te jure, c'est une montagne de paradoxes, c'est qu'elles sont pacifistes avec les autres fourmis. C'est-à-dire que si tu as d'autres fourmis qui passent à côté ou alors que tu as d'autres fourmis qui sont sur leur chemin ou autre, eh ben elles n'hésitent pas. À ne pas attaquer en fait, c'est ça. Elles n'hésitent pas à être super cool et courtoises. Vraiment paradoxal, tu vois. C'est les fourmis qui sont végétariennes et pacifistes, eh ben ce sont les seules qui sont capables de faire ça, tu vois. Qui sont les meilleures candidates pour bouffer des humains. Mais sinon, si tu fais pas ce que je viens de faire, c'est-à-dire sonner l'alarme dans le nid, tu peux les observer de super près en plus. Hein? Tu trouves pas? T'es pas d'accord avec moi? Bon, nous on va y aller. En tout cas, j'espère que ça vous a permis de comprendre un peu mieux que les fourmis mangeuses d'hommes n'existent pas. Certes, elles peuvent faire des dégâts, des gros dégâts, comme vous avez vu, regardez. Franchement, je saigne, et j'en aurais beaucoup plus sur moi, ce serait un carnage. Mais ce ne sont pas, finalement, des fourmis mangeuses d'hommes. Et très honnêtement, je crois, et je suis persuadé que c'est la seule catégorie de fourmis, en fait, la seule catégorie de fourmis capable de faire quelque chose comme ça à un humain. Toutes les autres, finalement, elles ne seraient pas adaptées, mais ce sont les seules qui sont vraiment adaptées pour couper et suffisamment grosses pour faire des dégâts sur un corps humain. Bon, allez, nous on va se rentrer, espérer qu'on ne chope pas d'infection, et puis on va laisser cette colonie tranquille. Tu vois, elle est déjà suffisamment embêtée. Allez, c'était Animaux Mode d'Emploi, pour vous servir, paix et prospérité. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de commenter la vidéo, tu mets ce que tu veux. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager, et plus les vidéos auront de vues, plus je pourrai en faire. Voilà, c'est comme ça, c'est la règle, oui. Parce que travailler pour rien, personne fait ça. Bon allez,